Je reçois aujourd'hui Jean-Simon Traversy, co-directeur artistique de la compagnie Jean Duceppe avec David Lorrain et metteur en scène de la pièce Le Terrier de David Lindsay Abair, présentée chez Duceppe jusqu'au 23 mars prochain. Merci beaucoup, Jean-Simon Traversy, d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci à vous pour cette belle invitation. Une pièce coup de poing. Ah, c'est vous qui le dites? Oui, mais que l'auteur réussit à désamorcer en nous faisant rire à plusieurs occasions. On aura le temps d'y revenir. Ça, pour moi, c'est un tour de force. Alors, cette pièce-là, pour les gens qui vont au théâtre, savent qu'elle a été présentée il y a déjà 2 ans et demi. Pourquoi la reprendre aujourd'hui? Bien, c'est une bonne question. Ça a été en effet créé à la salle Fred Barry dans l'est de la ville à Montréal par une petite compagnie. C'est vraiment une autogestion, donc c'est une petite production. C'était Claude Poisson à l'époque qui avait fait confiance à Tableau Noir, qui était la compagnie qu'André-Luc Tessier et Rosanne Desrets avaient fondée, leur première production. Et puis, c'est un drôle de hasard. Il y avait Pierrette Robitaille qui joue dans le spectacle, qui joue encore dans le spectacle. Et elle a invité des amis qui s'adonnent à être des directeurs artistiques de d'autres théâtres. Donc, il y avait Denise Filiatro qui était venue du Rideau Vert, Louise Duceppe de la compagnie Duceppe. Et les deux étaient charmés un peu par la proposition, par le texte aussi. Ils nous avaient invités à le reprendre dans leur théâtre. Et au final, on a choisi Duceppe, donc à l'invitation de Louise. Et puis, c'est drôle parce que quelques semaines, mois plus tard, on apprenait que Michel Dumont prenait sa retraite, quittait la direction artistique. Et puis, David Lorrain et moi, on a posé notre candidature puis on a été sélectionnés. Fait que c'est un heureux hasard. Et il y a des gens qui pensent que parce qu'on était en place, on s'est nous-mêmes programmé, mais c'est pas le cas. C'est vraiment... c'est quelques mois avant. Vous parlez de Michel Dumont. Oui. J'aimerais savoir comment est-ce que la transition s'est effectuée avec votre collègue. Parce que reprendre les chaussures de Michel Dumont après 27 ans, c'était pas évident. Oui, c'est ça, la blague. On disait que ça prenait 2 personnes pour reprendre ces grandes pointures. Alors oui, non, ça s'est super bien passé. Ça se passe encore bien. On le découvre. C'est vraiment notre première saison, même si dans la saison, en ce moment, il y a 2 productions qui sont un legs de Michel, donc Des sourires des hommes. Il avait commencé justement à travailler ça avec Vincent Guillaume Otis et Le Terrier, donc que j'avais l'honneur de mettre en scène. Donc là, l'an prochain, c'est notre vraie petite saison où c'est 5 shows qu'on a choisis. Mais ça a été une belle transition parce que pendant une année, Michel était encore en poste. Donc c'est rare, habituellement, les directeurs artistiques quittent dès qu'ils annoncent leur retraite, à la fin de leur mandat. Mais Michel est resté en poste, donc on l'a accompagné pendant une année, justement. On l'a suivi, on était en salle de répétition, on voyait comment il côtoyait, il collaborait, les metteurs en scène, les équipes de création sur les spectacles. Et puis l'année d'après, c'est nous qui avons pris le relais. Donc on avait le temps, pendant que lui était encore, sous le spotlight, de travailler en coulisses, de vraiment échafauder notre première saison. Donc, c'est une belle transition. Je vous avoue que ça fait 2 ans, ça va faire 2 ans bientôt, puis on dirait que c'était hier qu'on était entré en poste. Avez-vous dû mettre sur la glace votre propre compagnie que vous aviez fondée il y a 10 ans avec justement David Lorrain, compagnie LAB 87, ou je ne sais pas si on doit dire Lab 87? Oui, on disait Lab 87. Oui, on a dû la mettre sur la glace, la compagnie, parce que ça demande beaucoup de temps de diriger un théâtre, même si on est 2. Et on voulait pas non plus aussi... Mais ça arrive, je pense qu'Olivier Kemet a gardé sa compagnie, lui, les 3 Tristes Tigres, il est au Katsu en ce moment. Nous, on a juste décidé de la mettre sur la glace, en fait, puis d'y revenir quand on aura terminé notre mandat dans quelques années. Là, je peux pas lire dans l'avenir, mais dans quelques années, on quittera Duceppe. Mais oui, c'est ça. C'est comme si ça avait été un beau laboratoire, comme le nom le dit, Lab 87. C'est un beau tremplin. Ça nous a permis d'essayer des choses. Mais en même temps, la structure de Duceppe est tellement bien huilée. Il y a une équipe derrière qui nous aide. Donc, on sentait mal de voir se diviser. On veut continuer de travailler à côté. C'est important. David est traducteur, est aussi doubleur. Il double beaucoup de films de l'anglais au français. Donc ça, il continue de le faire. Moi, j'ai envie de faire la mise en scène à l'extérieur aussi, dans les écoles de théâtre ou peu importe. Donc, on reste actif, mais pas au sein de Lab 87. On y reviendra sûrement dans quelques années. Mais vous êtes vous-même traducteur, étant donné que jusqu'au 9 mars, à la salle intime du Prospero, il y a aussi une reprise d'une pièce qui avait été présentée en 2018, qui s'appelle Rouge Speedo. Et je vous laisse dire le nom de l'auteur. Oui, il est dur son nom, c'est Lucas Hennat, j'ai l'impression. J'invite aussi les gens à aller voir cette pièce-là. Oui, j'étais à un enchaînement hier après-midi, justement. Là, c'est une pièce que j'aime beaucoup. Là, c'est vraiment un personnage qui est en speedo pendant 90 minutes. Donc, c'est un nageur professionnel. On est à la veille des qualifications olympiques. Et ça parle d'angoisse de performance un petit peu aussi, ce qui va te choquer à la veille du grand événement. On parle aussi un peu de drogue qui peuvent nous aider à améliorer nos performances ou du
moins l'aspect mental. On a l'impression qu'on prend une drogue, donc ça nous aide, mais c'est peut-être juste quelque chose qui nous détend dans le corps. Donc non, c'est vraiment une pièce qui a des beaux dilemmes, des beaux enjeux moraux. Alors, revenons au Terrier. D'accord. En anglais, Rabbit Hole, qui a été créé en 2006 à New York. Un an plus tard, recevait rien d'autre que le prix Pulitzer. Il y a eu un film en 2010 de John Cameron Mitchell, avec nul autre que Nicole Kidman, entre autres. C'était lourd à porter, ça aussi. Comment est-ce que vous vous êtes préparé pour monter cette pièce-là? Ah, ben vraiment, c'est toujours le texte qui prime. Le film, je ne l'ai pas regardé, mais je vous invite à le regarder si vous en êtes intéressé ou des fans de Nicole Kidman. Mais vraiment, je me rappelle avoir lu le texte pas longtemps après qu'il ait gagné le Pulitzer, autour de 2008-2009, et d'avoir vraiment été fasciné par la finesse de son écriture. Donc, c'est vraiment... je pense qu'il n'y a quasiment pas de ponctuation, ni de majuscule quand il écrit en anglais, là, mais quelque chose qui coule, quelque chose qui se poursuit d'une réplique à l'autre. On sent que c'est vraiment juste la pointe de l'iceberg que les personnages disent, mais qu'il y a énormément de sous-textes qui pèsent sous les mots. Ça m'avait vraiment impressionné. Après ça, quand je l'ai lu, j'ai pas eu envie de le monter en 2007 parce que, tu sais, j'avais pas d'enfant encore, j'étais jeune, je me reconnaissais pas dans les thèmes de la pièce. Puis quand Tableau Noir m'ont approché, il y a quand même 3-4 ans, là, donc là, j'ai vraiment sauté, j'avais envie, en fait, d'aller fouiller, d'aller creuser ça. Et là, c'est le fun parce on aurait pu avoir un autre 120 heures de répétition, là, donc le spectacle existait déjà, mais on a pu recreuser avec les acteurs, aller encore plus loin. Et c'est fou à quel point il y a plusieurs personnes qui ont vu les deux versions, mais qui nous disent que le temps aussi fait son travail dans le corps d'un acteur, c'est-à-dire quelque chose qui se dépose, il y a quelque chose qui n'a plus besoin d'être joué, mais qui est déjà présent quand on met le pied sur la scène. Donc non, c'est un beau défi, mais cette pression-là, j'avoue que j'aime bien l'évacuer, là, j'aime bien faire, oui, Nicole Kidman le fait, tant mieux pour elle, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet objet-là? Fait que sinon, c'était un très beau défi. Alors moi, je l'avais vu en 2016 à la salle Fred Barry. Je ne regrette pas du tout de l'avoir revu cette fois-ci parce que chez Duceppe, ma grande crainte était, vu la scène gigantesque, est-ce que l'émotion va s'y perdre? Et pas du tout. Ah, c'est intéressant, c'est quand même un tour de force, ça aussi. Ben, ouais, on avait la discussion parce que même moi, je suis surpris un peu de. Tu sais, on avait envie. Chez Duceppe, il y a des codes là, quand même. Il y a comme un b.a.-ba de la mise en scène. Là, c'est-à-dire que si on avance l'action très, très près des spectateurs, ben, il y a des bonnes chances que ça se rende. Alors que si on l'éloigne dans le fond, ben, c'est très dangereux. On avait envie aussi de juste. C'est une plateforme. Les acteurs jouent sur une plateforme qui est surélevée. On avait envie d'amplifier cette plateforme-là avec des micros. Donc, ça permet aux acteurs de juste pas trop projeter, de se permettre de pouvoir jouer de profil aussi. Chose que chez Duceppe, on se permettait peut-être pas dans les dernières années. Mais c'est Yves Morin qui a traduit le texte, qui a fait la musique aussi, qui me disait au souper après la première, il me disait, c'est comme si ces grands plateaux-là, ces grands théâtres-là, des fois, deviennent un peu des chambres d'écho, dans le sens qu'ils amplifient toute la finesse, tout le drame. Donc, la réflexion qu'on a eue avec les concepteurs, c'était vraiment d'enlever tout accessoire, de vraiment s'axer sur le personnage, sur l'acteur, sur ce qu'il vit, donc vraiment dénuder le plus possible l'action. Et c'est comme si tout à coup, il se retrouvait seul, mais de l'infini est encore plus grand. Autour, le vide, est décuplé par la grandeur de la salle de Duceppe. Alors qu'à Fred Barry, on avait les acteurs dans notre visage. Là, ils étaient vraiment... donc, on n'avait peut-être pas nécessairement ce drame. On sentait pas qu'ils flottaient, justement, qu'ils devaient se dépatouiller, se dépatauger. Mais le fait de ne pas avoir d'accessoires, justement, Jean-Simon Traversy, est-ce que c'est pas une complication supplémentaire pour les comédiens? Au lieu d'avoir, je sais pas moi, une crème caramel devant soi, un verre de vin, il faut l'imaginer, et nous, en tant que spectateurs aussi. Ouais, je pense que les acteurs vous diraient qu'en effet, c'est difficile, puis ils l'ont dit dans quelques papiers aussi. C'est comme une deuxième nature, quelque chose d'autre. En fait, faut apprivoiser le vide, faut apprivoiser c'est ça le plus difficile, mais en même temps, ce que j'aime, c'est que des fois, les acteurs me disent, c'est d'être surélevé, que la scène soit justement 3 pieds. On avait 4 pieds à Fred Barry, là, on a 3 pieds d'élévation, mais ça les aide à juste magnifier un petit peu, dans le sens qu'ils ont l'impression que ce qu'ils portent, ce qu'ils jouent, est comme un petit peu magnifié par la hauteur que le décor lui donne. Moi, j'aime bien ces défis-là pour les acteurs. En fait, tu sais, je suis un acteur de formation, j'aime donner des défis aux acteurs, j'aime leur dire, mais vous aurez rien, là. Fait qu'apprivoiser cette affaire-là, mais je trouve que ça les met dans une position, ça les force à défendre encore plus le propos, à défendre leur personnage au lieu de se rabaisser. Moi, j'aime le théâtre qui parle. En fait, c'est des personnages qui se parlent entre eux. Des fois, j'ai l'impression que le théâtre, il y a plein d'autres béquilles qui fait que les personnages ne se parlent pas vraiment. Donc, même quand ils se parlent pas, même quand ils évitent des sujets, ils se parlent quand même. Donc, ça j'aime beaucoup ça. Donc. Mais vous auriez pu être tenté par la facilité parce que le budget chez Duceppe, on s'entend, n'est pas du tout le même que celui de la salle Fred Barry et vous auriez pu vous permettre d'avoir un petit peu d'accessoires. Et je vous remercie
en mon nom personnel, de ne pas l'avoir fait, de ne pas avoir été tenté par la chose, parce que tout ce que l'on fait, c'est vraiment écouter le texte et voir le jeu des comédiens. Alors, parlant de comédiens, je me permets de les nommer. Même équipe qu'au départ, en 2016, Sandrine Bisson, Frédéric Blanchette, Rose-Anne Derry, Pierrette Robitaille, André-Luc Tessier. Alors, le point de départ de cette pièce... C'est Rose-Anne Derry, André-Luc Tessier, jeune finissant du conservatoire qui est en première année dans un cours de jeu de Suzanne Lantagne. Yves Morin avait traduit des scènes de Rabbit Hole, donc qui est devenu Le Terrier. Et je pense qu'ils sont tombés en amour avec cette histoire-là, avec ces personnages-là. Et puis, rapidement, quand ils sont sortis du conservatoire, c'est un chemin que les jeunes acteurs utilisent souvent, fonder une troupe autour d'un texte pour jouer, pour mettre en scène selon ce qu'ils ont envie de faire. Et puis, ça a été assez évident pour eux, je pense, dès le départ. Au début, ils ont approché Frédéric Blanchette, qui est un excellent metteur en scène, qui est un mentor. Et Fred lui a dit, moi, j'ai envie de jouer le personnage de Louis, j'ai pas envie de le mettre en scène, mais allez demander à Jean Simon, avec qui on avait travaillé ensemble à cette époque-là. Donc, quand Rose-Anne m'a approché avec André-Luc, j'ai relu le texte que je vous avais dit que j'avais déjà lu il y a quelques années. J'ai ressenti, en fait, des choses autrement. J'avais envie d'approfondir ça. J'avais envie aussi on me laissait une liberté pour les deux autres rôles, qui étaient le rôle de Becca, qui est joué par Sandrine, et de Nat, qui est joué par Pierrette Robitaille. Et j'ai dit souvent, mais je trouvais ça beau, c'est un drame, c'est l'histoire d'une famille qui perd un enfant en bas âge, à 4 ans. On est 8 mois après l'accident tragique, mais j'avais envie d'actrices comiques, j'avais envie d'actrices qui sont reconnues pour leur humour, parce qu'il y a des grands moments de légèreté, d'espoir dans ce texte-là, et j'avais envie que quand on tombe là-dedans, ça puisse décoller, parce que les actrices ont ce talent-là. Rose-Anne Derry, c'est une actrice qui me fait énormément rire. Sandrine Bisson, elle peut être complètement déjantée des fois. Pierrette Robitaille aussi, quelle grande actrice. Donc les trois qui font deux sœurs, une mère, je trouvais que c'était un trio improbable, mais j'aimais ce trio-là qui porte un drame. Je trouve que ça amplifie un petit peu ce drame-là. Donc, c'est ça, ils m'ont approché, on a formé l'équipe. Sandrine, Pierrette ont dit oui à une petite production où je ne sais même pas combien ils ont été payés, mais bon, pas tout est une question d'argent. Mais c'est ça, donc ils ont dit oui, ils ont aimé le texte. Puis ça juste un plus de pouvoir le reprendre 2 ans plus tard dans une grande salle, dans une saison comme chez Duceppe. Donc, la pièce se déroule dans les années 2000. Oui. C'est pas défini non plus. Non, ça pourrait se passer aujourd'hui. C'est juste qu'on a dû faire des choix parce qu'il y a une scène où on parle d'un VHS. C'est tellement important. On a essayé de la transposer avec un téléphone, avec le stockage qu'on a sur nos téléphones intelligents. Mais il fallait garder l'idée de VHS. Fait qu'on dit que ça se passe au tournant des années 2000. Ouais. Ça se passe possiblement au Québec. Ça pourrait être à New York, comme le film. Peu importe. Mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est de la part de l'auteur d'avoir soulevé autant de questions parce que, bien entendu, chacun des personnages face au drame que vous venez de nommer va réagir de manière différente, mais lui-même ne porte jamais de jugement sur aucun d'entre eux. Non, c'est ça qui est vraiment le fun. Quand je parle de finesse dans le texte, il y a ça. Tous les personnages ont un rapport différent, vont passer aussi par plusieurs stades. On a rencontré, on aime beaucoup chez Duceppe faire venir des intervenants des fois qui vont parler aux acteurs. On a rencontré une psychologue qui est spécialisée en deuil, qui est venue nous parler un samedi matin, je me rappelle, avant une de nos répétitions. Et ça a vraiment été intéressant parce qu'elle dit, oui, il y a les étapes qu'on connaît, la colère, l'acceptation, le déni, tout ça, mais on les vit jamais comme des marches qu'on grimpe. On les vit, on retourne des fois à une étape antérieure, on peut en gravir 2, ça peut prendre 8 mois pour une personne. Donc, dans un couple, des fois, c'est difficile de sentir que son conjoint ou sa conjointe est une étape devant, une étape derrière, d'essayer de trouver, en fait, de se reconnecter ensemble. Ça, c'est difficile. L'auteur exprime bien ça. Le personnage de Becca peut sembler, justement, au début, là, encore quasiment dépressive par le drame, mais rapidement, elle va elle-même trouver, via la rencontre avec le jeune garçon qui était au volant de la voiture lorsque l'accident est survenu, à sa rencontre, elle l'invite à manger chez elle. Donc, il y a quelque chose qui va l'apaiser un petit peu de cette rencontre-là, alors que le mari, lui, de passer par des groupes de soutien, doit écouter les vidéos. Lui, c'est important pour lui, alors qu'elle, elle a besoin de tasser ça. Donc, vraiment, c'est très finement écrit, ce texte-là. Ouais. Moi, j'invite maintenant les gens à se rendre chez Duceppe. Ils ont jusqu'au 23 mars prochain pour aller voir Le Terrier. Et comme vous connaissez le chemin pour vous rendre à Radio-VM, je vous invite très bientôt. Bien, certainement. Au Merci plaisir. beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci.